voilà comment ils veulent que le coup d'État se fasse. Que ce soit un demi-coup d'État, on a enlevé le président, et maintenant ils vont les garder le mardi, l'Assemblée va se réunir, ils vont amnistier ce qu'ils ont fait, et puis entre-temps le président, lui, il est bon, là où il est, ça sera bon. Donc, la conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 9 avril 2025, cela fait exactement 26 ans que le président Ibrahim Barry Ménessara a été froidement assassiné sur le tarmac du groupement aérien. Un vendredi fatidique du 9 avril 1999 pour la famille du général Barré qui vient de perdre un fils, un frère et un père. Un homme courtois, humble, patriotique et anti-impérialiste qui a osé contre toute attente briser l'embargo imposé par les États-Unis contre la Libye et effectuer par la même occasion un voyage à Cuba. Un acte hautement courageux d'un officier supérieur de l'armée nigérienne très respecté qui a été un compagnon du président Séni Kountché. Recommandation des Assises nationales pour la refondation, un espoir pour la famille Barré de connaître la vérité 26 ans après l'assassinat du président Ibrahim Barry Ménessara. C'est le thème de notre débat de ce soir où nous avons invité à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du président Barré quelques-uns de ses proches qui vont témoigner sur la disparition de cet homme d'État. Nos invités sont Dr Ilo Al-Mustafa, ancien ministre de la Santé publique du président Barré, ancien président du Conseil de l'Ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger. Monsieur Jibril Barry Ménessara, ancien conseiller spécial et frère cadet du président Barré pour les questions économiques et financières. Monsieur Ablaï Seydou, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, coordonnateur national du mouvement M62. Et monsieur Nuhu Arzika Mahamadou, président du mouvement pour une citoyenneté responsable MPCR. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de l'assassinat du président Barré intervenu le 9 avril 1999 et de cette recommandation des Assises nationales qui demande de faire toute la lumière sur ce crime odieux. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 avril 1999 sur le tarmac de l'aéroport Jori Hamani? Comment et pourquoi on est arrivé à cette situation? Qu'est-ce qui peut justifier un tel crime? Que dit de manière concrète cette recommandation des Assises nationales qui demande de faire la lumière sur l'assassinat du président Barré? Ce sont là plusieurs questions dont nous allons en débattre au cours de ces débats. Et pour commencer cette question, qu'est-ce qui s'est passé au matin du 9 avril 1999? Monsieur Al-Mustafa, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Jour fatidique. Oui. Comme je l'ai souligné en introduction. Voilà. Du 9 avril. Un mois juste avant que le défunt président Barré ne fête ses 50 ans, parce qu'il est né le 9 mai 1949, si je ne m'abuse. Moi, j'étais à l'hôtel Le Gawé pour discuter du 8e FED avec les partenaires. D'accord. Pendant que je prononçais mon discours, mon chauffeur est venu perturber un peu le truc parce qu'il a appris ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai chargé le SG de continuer la réunion. Je suis sorti, je me suis présenté à l'hôpital national. Et c'est là que j'ai vu les blessés et tout. J'ai demandé où se trouve le président. Les gens m'ont dit, ils ne savent pas où se trouve le président. Mais ça s'est passé au tarmac de l'aéroport. Donc j'ai dit à mon chauffeur et à mon garde du corps de rester. Et je vais partir tout seul à l'aéroport militaire pour voir ce qui s'est passé. Quand je suis passé là-bas, j'ai trouvé des militaires qui m'ont entouré. J'ai dit, mais vous ne me connaissez pas? Ils ont dit, si. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le président? Parce que j'étais à l'hôpital, je n'ai pas vu le président. Ils m'ont dit, est-ce que vous n'avez pas rencontré en cours de route un Vélera? J'ai dit, si, j'ai croisé le Vélera au rond-point 6e. Ils m'ont dit, le président est mort. Son corps se trouve dans le Vélera. Donc, j'ai dit, OK. Donc, je me préparais à démarrer pour partir. J'étais vraiment triste. Et au moment où j'ai démarré, ils ont tapé sur le coffre arrière du véhicule. Je me suis arrêté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont donné un sac qui contenait la jambe du président Barré. Bon, quand j'ai pris le sac, moi, je n'ai pas regardé dans le... tout à fait. Je
Je suis arrivé à l'époque, c'était pas bitumé. Je suis arrivé au niveau de la station, là, je sais pas comment ça s'appelle, Petroba. À l'époque, ça n'existait pas. Je me suis arrêté pour regarder. Et j'ai reconnu la chaussure du président Barré, parce que c'est quelqu'un. Bon, je suis allé directement à la clinique. J'ai trouvé le docteur Tchani, le colonel Tchani, et puis quelques proches du président Nakata. Donc là, c'était son directeur de protocole, je crois. Alors j'ai demandé à Tchani, le docteur Tchani, j'ai demandé, est-ce que vous avez vu le corps du président? Ils l'ont mis dans une des chambres. Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que le corps est entier? Parce que je voulais m'assurer. Il me dit qu'il ne sait pas. Nous sommes rentrés dans la salle. J'ai vu effectivement que il y avait la jambe qui n'était pas. Donc j'ai dit, bon, moi j'ai cette jambe-là dans le véhicule. J'ai pris, je suis allé, j'ai demandé du fil de suture pour rapprocher les... C'est ça. Et puis j'ai enlevé sa bague d'alliance qui était au niveau de la part avec le malcré. J'ai enlevé la bague d'alliance. Donc, et après, pendant que je retournais vers ma voiture, j'ai vu, et ça je suis formel, la voiture de l'ambassadrice d'Allemagne qui est passée devant la clinique Pasteur. Bon, je l'ai signalé à mon ancien, et puis bon, nous sommes partis pour arracher le corps. Donc, c'était ça, moi, ma version que j'ai vue sur l'assassinat. D'accord. Mais j'étais à l'hôtel Gawey, à une réunion du 8e FED pour discuter avec les partenaires. En tant que ministre de la Santé, voilà. D'accord. En fait, je ne savais même pas que le président devrait voyager. Okay. J'ai même envoyé un ordre de mission parce que je devais retourner à Cuba pour venir. Bon, ça, nous viendrons là-dessus. Tout à fait. Le reste du contingent, mais des médecins qui devaient venir. D'accord. Parce que nous sommes venus qu'avec une trentaine et il était prévu que le nombre soit augmenté. Voilà. Merci, M. Iloual Moustapha. M. Djibril Baré, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du grand débat. Qu'est-ce qui s'est passé au matin du 9 avril 1999 ? Bon, merci, M. Abdoulaye Tchemogo, de nous avoir invités sur ce plateau. Alors, vous voulez parler des événements. Ça, ce n'est qu'un événement pour moi. D'accord. Bon, parce que expliquer ce qui s'est passé, tout le monde sait ce qui s'est passé. Depuis le 27 janvier, tous les jours, c'est des rumeurs ou des Vous parlez du 27 janvier 96, c'est ça? 96, voilà. Dès le lendemain. D'accord. De l'arrivée dès le lendemain, c'est des complots à n'en pas finir pour assassiner le président Barré. La raison même pour laquelle moi je suis arrivé à Niamey, c'est un complot déjoué, que j'ai déjoué pour avoir eu l'information de la part d'un gouvernement étranger dont le ministre m'a remis une lettre qui informait de l'imminence d'un danger. Et c'est là, ce sont des amis du président Barré qui le protégeaient. Je parle du président Abdou Diouf, que Dieu le bénisse. Du Sénégal. Et du président Blaise Compaoré, qui à l'époque était quand même, quoi qu'on dise, un parrain, sinon un collègue, c'est un militaire autour de Sankara. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle ces deux chefs d'État m'ont demandé de venir parce qu'on a déjoué un complot dès le mois de février. Et ensuite, c'est successif. Il y a eu au moins 11. Moi, j'en ai déjoué 2 ou 3. Mais 11 tentatives. 11 tentatives, c'est tous les jours. Tous les jours, ok, d'accord. Donc, moi, je reviendrai quelques semaines avant. J'ai été au Sénégal à l'arrivée du président Bill Clinton, parce qu'il faut parler des choses sérieuses. J'ai été envoyé spécial là-bas, auprès du président Diouf, qui, disons, m'a fait recevoir par son conseil. Et après, j'ai été reçu par le ministre des Affaires étrangères, qui était un ami du Niger, d'accord, M. Moustapha Niasse. Donc, il m'a dit, va revenir, et après, je suis revenu, après les entretiens des deux chefs d'État. Il s'est avéré qu'il m'a dit vraiment le président est en danger, parce que vous savez que vous avez déjà eu ces embargos-là. Oui. Et voilà. Donc, il s'est trouvé qu'on était amis avec un de ses conseillers spéciaux du président Bill Clinton, qui était Jesse Jackson, qui est toujours vivant,
qui est toujours vivant, qui pourrait témoigner éventuellement. Il m'a dit, bon, écoutez, M. Barré, puisque j'étais conseiller en même temps que Youssouf Garba, l'ancien président du RDA, qui était donc un ambassadeur aussi, qui est donc protestant comme lui, qui était donc ami à lui. Il m'a dit, bon, monsieur Barré, votre chef est en danger, parce que les intérêts sont vitaux. Ok. Alors, donc, il m'a dit que ça pourrait s'arranger. Bon, ça, c'est en parlant de l'embargo contre la Libye? Pas l'embargo seulement. Ah oui, ok. Là. Mais il y a la Chine qui est venue, il y a Cuba, avant Cuba. C'était avant Cuba. Mais disons, il estimait que le président Barré n'était pas, disons, l'homme qui sauvegardait leurs intérêts. Ah oui. Ça veut dire qu'il fréquente Abacha, qui était leur chasse bête noire. Oui, il fréquente. Abacha du Nigeria. Voilà. Il fréquente, disons, comment ça s'appelle, les guides libyens. Muammar Kadhafi, oui. Il est parti à Chifa, il a été assassiné un peu plus tard, l'usine pharmaceutique dont on disait que c'était une usine de fabrication. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Vous avez bien compris, quoi. Tout à fait. Ça dit que c'est comme ça. D'accord. Vous savez que les Américains, ils sont très clairs. Hein? Et avant cela, je vais vous confier. Tu es avec nous, tu es contre nous. Je vais vous confier que le chef d'une antenne de ce qui vous savez m'a vu 2 fois pour me dire, ah, M. Barré, vraiment, voilà. D'accord. Donc, y compris, donc, son dernier voyage, il m'a vu la veille. Il m'a dit vraiment, dites au président de ne pas voyager à Cuba. Ouais. Bon. Évidemment, je n'étais pas du voyage. Et forcément, puisque je vous ai dit que j'avais plusieurs cartes diplomatiques. D'accord. Et donc, je ne savais pas comment faire, puisque je sais qu'il tenait à ce voyage. Ouais. Et c'était un voyage. Donc, j'ai fait accompagner par une de mes soeurs, parce que je sais qu'il allait mal le prendre, de dire d'annuler un voyage. Je suis parti, mais ça n'a pas empêché. J'ai dit cela devant son épouse, et devant Alissa, et devant son comptable, qui est toujours vivant. Et il m'a dit, écoutez, vraiment, on va voyager. Écoute-toi là, je crois que... Bon, donc, en résumé... En résumé, oui. En résumé, 3 jours même avant, une chancellerie, le chef d'une chancellerie m'a envoyé un avocat béninois, qui était l'ami du président Barré, qui est devenu ministre du Bénin d'ailleurs, qui m'a dit, ah, vraiment, il faut limoger son premier ministre. Parce que sinon, voilà ce qui va arriver. Dans 3 jours. Il faut le faire. Il m'a envoyé jeudi, je crois. Je suis parti immédiatement le soir, j'ai informé, mercredi, pardon, autant pour moi. Mais ça n'a pas marché puisque, voilà. Donc, moi, je savais ce qui allait arriver. D'accord. Et donc, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Bien sûr. Donc, ce n'est pas le 9 avril. Comprendre, hein, le 9 avril, même la veille du voyage, son conseiller, son chargé de communication est venu me voir pour me dire, ah, voilà ce qui va se passer. Ouais. Bon. Donc, on a tout fait pour... Mais c'est là... Oui, d'accord. OK. Voilà ce que je peux vous dire, parce qu'il faut ne pas rentrer. Mais bien sûr, on va revenir sur certains aspects dans le dos. Monsieur Ablaye, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau de Grandeur. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce qui s'est passé au matin du 9 avril 1999? Merci. Le 9 avril 1999, c'est fait une tragédie. Une tragédie. Une tragédie. L'assassinat d'un homme si bon, si humble, si serviable. Qui a un gros cœur. Hein? Qui a un gros cœur et dont toute l'attitude, c'est de dire, d'appeler les Nigériens à la concorde, à la paix, à la solidarité, à l'amour entre les uns et les autres pour construire ce pays-là. Et le 9 avril, moi je me rappelle à l'époque, au niveau des scolaires, on avait même sifflé. Parce que c'était un jour où on a, donc à partir juste après l'Assemblée générale, moi j'ai profité pour aller voir une tante vers Dar es Salaam et puis je marchais. Et quand, comme ça, subitement, j'entends à travers BBC que voilà ce qui s'est passé, que le président serait mort. Ouais. Et je vous assure, à Blaye, durant 3 jours, bien que j'étais un militant syndical qui participait, etc. Mais depuis pendant 3 jours, je refusais de croire. Je pleurais toutes les nuits. Ouais. Parce que Barré, les actes héroïques, parce que nous, en tant que scolaires, nous sommes des
d'inspiration marxiste-léniniste. Notre ligne idéologique et politique, c'est l'anti-impérialisme, c'est le panafricanisme. C'est ça. Et donc, Barré, par les actes qu'il a eu à poser à l'époque, était vraiment le président africain, je vous dis, le plus engagé dans la lutte contre l'impérialisme. Par les actes qu'il posait, ce n'est pas des discours, mais c'est les actes. Et il s'offusquait contre l'injustice internationale en disant que ce qui se passe ce qui se passe d'abord, il était d'abord l'avocat du peuple de la cause palestinienne. Qu'il a eu à défendre ouvertement à toutes les occasions, à chaque fois qu'il est en déplacement dans un pays, il essayait de mobiliser, n'est-ce pas, les chefs d'État pour soutenir la cause palestinienne. D'accord. Et c'est qui lui a valu même de représenter la Palestine aux Nations Unies et également la Libye, où il s'est prononcé au nom de ces 3 États-là. Je me rappelle sa dernière intervention aux Nations Unies. D'accord. Et donc, le 9 avril, véritablement, c'était la matérialisation d'une trahison par ses proches qu'on a utilisé. Et ceux qui les ont utilisés, c'est l'impérialisme et les acteurs politiques de l'époque, d'antan. D'accord. Parce que 24 heures avant l'assassinat, ils ont fait une déclaration où ils ont demandé, ils ont appelé à ce qu'ils démissionnent ou bien une mère va perdre son fils. C'était clair. C'était dit clairement. C'était dit clairement. Okay, les leaders politiques de l'époque, ils ont fait une déclaration où ils ont appelé à ce qu'ils démissionnent ou bien une mère va perdre son enfant. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain. Le président Barré était dans un programme de voyager sur Inates où 48 heures auparavant, il y avait eu des attaques contre des communautés, parce que vous savez, c'était une zone d'insécurité où il y avait, comment il s'appelle, des attaques et tout. Le président malien de l'époque, qui à chaque fois on l'a vu très actif, qui a exigé à ce que justement la lumière soit faite et que le Niger ne peut pas être accepté dans les instances internationales tant que véritablement on n'a pas dit ce qui s'est passé, et le Mali vraiment a été actif et il a joué dans son poids pour que le crime s'arrête à lui, parce que sinon c'était tout un plan au fait de pouvoir et hier à la conférence commémorative nous avons eu le témoignage de l'ambassadrice du Niger au Kiba, qui nous rapportait que justement même durant son voyage, il était prévu que l'avion soit abattu. Et il a fallu qu'au retour, le président qui vient de l'ECOP, Fidel Castro, puisse travailler à ce que l'itinéraire du président Barré soit changé et qu'il y a jusqu'à 9 pays qui avaient été contactés pour accepter à ce que... Et donc le trajet normal officiel que les autres connaissaient, et c'est pas ça au retour que le président avait emprunté, et que sinon c'était prévu que son avion soit battu. Et quand il a décidé de violer l'embargo libyen également, ou du sommet de l'IA, il est parti directement à Tripoli pour, n'est-ce pas, être violé et appliquer la résolution de l'Union africaine. Là également, c'était des menaces. L'avion avait même été, selon en tout cas les témoignages suivis, pour que véritablement, et il a insisté à ce que là il est parti. Donc c'est pour dire que Barré, c'est un homme d'un courage extraordinaire. Tout à fait. C'est un patriote et aujourd'hui nous pensons que les valeurs pour lesquelles il s'est sacrifié, ce sont ces valeurs aujourd'hui qui ont vu le jour et qui les réhabilitent. C'est pour cela, Blay, il faut vous féliciter, parce que depuis 26 ans, il n'a jamais été possible de parler de cette question sur Télé Sahel. Depuis 26 ans. D'accord. Vous-même, moi je me rappelle au temps de Barré, les émissions que vous organisez, où vous invitez les ministres à rendre compte
Et souvent, certains débats, si les ministres ne sont pas à la hauteur, le lendemain ou dans la semaine qui suit, ils sont révoqués. Ouais. Je me rappelle que comment les gens tremblaient et donc c'est ces débats qui ressuscitaient. À l'époque, je précise, l'émission s'appelait Nous voulons savoir. Hein. Nous voulons savoir, exactement. Donc c'était l'émission, c'était en direct et le président suivait ça et nous les jeunes, on admirait ça. Voilà. Et parce qu'on sait que par la suite, il y a des conséquences. Beaucoup de ministres avaient été remerciés sur la base de ces débats-là. Donc, c'est quelqu'un qui aimait véritablement son pays, qui s'investissait pour son pays, mais qui avait été malheureusement mal compris, mais surtout qui a fait face à une opposition, une adversité incroyable de la part d'hommes politiques et qui, on l'a vu par la fin, ils étaient arrivés à leur fin. Et tout ce qu'ils disaient de Barré, en réalité, c'est eux qui ont cette caractéristique. Merci Ablaye, c'est ça aussi la politique. Merci beaucoup. Merci. Oui, nous, Arika, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que déjà les trois invités ont dit? Bonsoir, donc, alors, nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui dans son infinie bonté a rendu possible que nous soyons encore là pour parler de cette affaire rocambolesque et qui a malheureusement, je vais dire, éteint notre pays, qui a éploré notre peuple. Beaucoup de citoyens dans leur contrée, dans leur silence, ont souffert de ce qui a été fait. J'ai suivi beaucoup de témoignages de tous les milieux, que ce soit les milieux religieux, les milieux traditionnels, les milieux de jeunesse, de toutes les autres catégories de gens. On a eu le temps de bien savoir ça. Et le président Ibrahim Barry Menassara, c'est quelqu'un que nous avons eu la chance de côtoyer, de connaître personnellement. Donc de savoir et à qui on a affaire en tant qu'homme, plus que tous les autres acteurs qui ont existé sur l'espace politique nigérien. Lui, je l'ai connu. Et c'est pour ça que quand les événements sont arrivés, moi j'ai appris ça vers 11h le vendredi. C'est-à-dire donc, à peine ça s'est passé, que j'ai su qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'aéroport. D'accord. Mais comme je savais aussi ce que beaucoup de gens savaient, et par rapport à leur intention de l'assassiner, et on en a parlé à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, le problème qu'il y a, c'est que quand les événements se sont produits, il y a plusieurs conjonctures, ou j'allais de conjonctions de coordination, qui ont rendu possible la réalisation de l'événement. Est-ce que vous comprenez? Il y a le monde occidental, l'impérialisme international, qui a ses autres intérêts, mais il y a aussi au niveau local. Le climat politique national. L'opinion, non, au niveau national, ce n'est pas l'opinion politique, c'est quelques acteurs. Le climat politique, certains acteurs. C'est très important de savoir que depuis même qu'il y a eu l'avènement le 27 janvier 96, il y avait eu un malentendu. Le 26, vendredi 26 janvier, les hommes politiques ont appelé Ibrahim en tant que chef d'état-major, chez eux. De l'armée de l'époque. Du chef d'état-major de l'armée, pour lui dire, voilà ce que nous avons l'intention de faire. Ils ont écrit une lettre qu'ils ont destinée à la Cour suprême, qui était une lettre de saisine sous embargo de la Cour suprême pour leur dire qu'ils saisissent avec la complicité des membres de la Cour. Le procureur général à l'époque. Non, c'est important. Le procureur général, et à l'époque, la Cour était présidée par notre frère, tonton, Ali Bouangué. Donc, ils ont été saisis par le président de l'Assemblée nationale de l'époque de cette lettre-là qu'il venait de déposer à 11h25 au greffe de la Cour suprême à l'époque.
Donc, ils l'ont informé. Ils ont informé Ibrahim que voilà ce qu'ils viennent de faire. Et ils lui ont expliqué que ce qu'ils viennent de faire là, ils l'ont fait en prélude à l'éventualité que le président de la République, Mohamed Ousmane, soit en situation de devoir dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale parce qu'il a déjà dissous et qu'il fallait au moins 12 mois pour pouvoir le faire. Et comme ils ne veulent pas que cela puisse se faire, ils ont dit, certains d'entre eux, et mieux vaut une dictature militaire qu'une dictature civile. D'accord. Et ils ont dit que le chef de l'État, le président Mohamed Ousmane, chef de l'État, de par la Constitution, on dit le président de la République est chef de l'État et le chef des armées. Maintenant, chef des armées. Maintenant, ils ont dit non, c'est pas un chef des armées, c'est un chef des armées. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord. Alors, donc, quand ils ont dit ça là, c'était bien entendu. Ceux qui l'ont dit, les acteurs étaient bien connus. À l'époque, il y avait eu des rencontres à Dakar, où le président français à l'époque avait convoqué certains de nos chefs d'État et à Dakar pour les rencontrer. Il voulait rencontrer les gens en groupe. Il ne veut pas venir dans tous les pays. C'est ça qui a amené Alpha Mokonare à dire que lui, il ne va pas partir. Lui, il n'était pas parti. Et nous, chez nous ici, donc les gens avaient envoyé, et pendant cette période-là, c'était la période de la cohabitation, on a envoyé le ministre des Affaires étrangères, et c'est là-bas même qu'il a fait sa propre déclaration pour expliquer la situation politique nationale et ce qu'ils envisagent de faire. L'interview est là dans le journal Sahel Dimanche. Donc ça, c'est très important de bien savoir ça. Maintenant, quand ils ont dit, ça c'était leur hantise, qu'on arrive à la fin, et qu'il soit dans la situation lui-même Ousmane de dissoudre à nouveau l'Assemblée pour renvoyer les gens aux électeurs. Et que ça, en retournant, ils pensent qu'ils pourront perdre les élections. Et maintenant, ils ont informé Ibrahim. Ils lui ont dit, voilà ce qu'il veut faire. Et voilà ce qu'ils attendent de lui. Maintenant, quand il est sorti de là-bas, c'est quand même un officier général. Bien sûr. Et c'est un officier, je vais dire, un supérieur. Ouais. Et il entend ça. Lui, il a été déjà le chef d'état-major particulier de Momos. Oui, tout à fait. Et à ce titre-là, il connaissait ce qu'il y avait en termes de matériel disponible au niveau de la présidence, qui était des matériels stockés d'État neuf, dont du Maroc et dont du Pakistan. D'accord. Qui étaient là-bas. Donc, et il savait que si il faut faire, on dit qu'on a destitué le président. Comme ça, là, parce qu'ils ont 43 députés, ils vont destituer le président et on va dire le président et son groupe, c'est fini, on l'a destitué. Ils savaient que ça allait être une source de guerre civile et que ça va être important. Voilà pourquoi ils avaient décidé de considérer qu'ils ne vont pas aller dans ce sens. Okay. Ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser leur tactique et ils vont trouver les moyens de faire. Voilà ce qui a expliqué le 27 janvier. Okay, et ils ont expliqué ça, ils ont dit que c'est face au péril là, au péril majeur de ce qui pourrait arriver en termes de guerre civile qui peut être catastrophique pour le pays, qu'eux, ils ont pris leur responsabilité de chef militaire en tant que chef d'état-major. Tout à fait. Ça, c'est très important de se rappeler ça. Bien dit. Okay. Alors, quand ils ont pris la décision, le même jour, c'est important, les deux acteurs là, le Premier ministre et le président de l'Assemblée, ils ont été reçus à l'état-major. Et ils ont fait comprendre leur intention, comment ils veulent que ça se passe. D'accord, nous. Maintenant, quand ils ont dit ça, on va pas un peu. Si vous avez, on va pas refaire l'histoire, on va aller. Je voulais, en fait, c'est parce que vous avez donné l'occasion, vous dites que vous voulez savoir un peu ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est pour ça que je suis parti à ces origines-là, on aura certainement l'occasion d'en parler. Très bien. Donc alors, quand c'est arrivé comme ça, ils sont partis, eux, pour dire, voilà comment ils veulent que le coup d'État se fasse. Que ce soit un demi-coup d'État, on a enlevé le président, et maintenant ils vont les garder le mardi, l'Assemblée va se réunir, ils vont amnistier ce qu'ils ont fait, et puis entre-temps le président, lui, il est bon, là où il est, ça sera bon. Donc maintenant, nous on était là-bas le dimanche. Le dimanche, quand ils étaient là, quand ils sont venus vers 11h, ils ont encore ils ont dit mais pourquoi ils ont fait une déclaration comme ça pour dire qu'ils ont dissous le gouvernement, alors qu'ils les ont proposé de ne pas dissoudre le gouvernement, de ne pas dissoudre l'Assemblée. Parce que dans leur tête, c'est comme si lui, Barré, et c'est eux qui l'ont nommé chef d'état-major, donc c'est leur chose. Ils peuvent l'utiliser, l'instrumentaliser, le manipuler. Mais ils ne savent pas que Barré, c'est pas comme ça, il est. Et donc maintenant, ils sont partis. Dès qu'ils sont repartis, alors c'est en ce moment que quelqu'un a appelé Bazoum qui était en France à l'époque, pour lui dire que ce n'est pas comme prévu. Et c'est ça qui a permis à Bazoum de faire une interview sur RFI le même jour, le dimanche, à 13h30, tout le monde a entendu ça.
quand il a dit ces gens-là ne feront pas travailler avec eux, il faut d'ailleurs être indigne pour entrer dans le gouvernement avec eux. C'est lui qui l'a dit. D'accord. Et comme il a dit et les gens ont entendu, maintenant ils ont démontré que Ibrahim, il est très... Là où il est, c'est quelqu'un, il écoute, il passe son temps à écouter, mais il est quelqu'un de très vif et alerte. Donc, comme il dit que c'est ça, donc maintenant, alors, comme lui, il sait pourquoi il dit ça, parce qu'il est déjà ministre des Affaires étrangères, il est sur les dossiers, voilà, on fait coup d'État, voilà, il va perdre la position, et maintenant, pour que personne ne revienne à cette position, il le dit comme ça. Il dit, il faut être indigne. Maintenant, pour montrer que lui, il est vraiment l'indigne, ils ont décidé de le maintenir ministre des Affaires étrangères à cette époque-là. D'accord. C'est qui Ali Saad? Ali Saad, c'est un ami à Barry. C'est un parent à lui. Parce que... Qui est décédé. Oui, il était toujours avec lui. Il était décédé en même temps que lui. En même temps que lui. Et ensemble avec lui. Ensemble avec le lui, jour voilà. où il y a eu les événements. Voilà. Donc ce monsieur est une relation aussi de Bazoum. D'accord. C'est un parent à Bazoum. Merci. Et il a un fils qu'on appelle Ibrahim. Et c'est Ibrahim. Et lui, Ali Saad a donné à son propre fils le nom de Ibrahim, le prénom de Ibrahim Barry. C'est bon. Comme pour dire la manière, l'estime, le niveau de l'estime qu'il y a. Comme ce que je disais hier. D'accord. Le fait que lui, Ibrahim Barry, a donné le nom de Jibril et à son propre fils, le fils cadet. D'accord. Donc, je termine avec voilà, ça. Voilà. Et par rapport à ce qui s'est passé. Donc, c'est l'origine du problème de Ibrahim a commencé à ce niveau. Ok. Et ils ont donc dit que Tounde n'a pas fait ce qu'ils veulent. N'a pas respecté le pacte. En opposition. Ouais. Et c'est en se mettant en opposition, pendant la première période là, jusqu'à quand on a fait comment on appelle ça, le forum du renouveau démocratique, et on a fait ça du 1er avril au 7 avril. Donc on a fait, pendant ce temps, les gens étaient en train de développer des armes pour être dans la position d'être contre ce qui est en train de se passer. Bon, donc, c'est la suite de ça qu'ils se sont organisés. Maintenant, le 9 avril, quand ils ont pris la décision qu'ils vont exécuter leur plan, le plan, il a plusieurs origines. Il y a un plan officiel impérialiste qui s'appelle l'opération Scier le Baobab. Cette opération Scier le Baobab, tous les sachants qui connaissent de quoi on parle, ils savent que c'est une méthode utilisée par leur dispositif de la CIA et bien d'autres qui font ça et qui se mettent en lien avec la DGSE française et tous les restes. C'est comme ça qu'ils s'organisent pour essayer de... Nous tous ici, là, nous sommes là. Nous-mêmes, quand on fait comme ça, ils regardent. Mais seulement, ils n'ont pas toujours la chance d'avoir ce qu'ils veulent. Et on attend toujours et on continue. Donc, Ibrahim était bien informé. Mais il était conscient que ce qu'il a décidé, ce qu'il est en train de faire là, c'est dans l'intérêt de son peuple. Et s'il devait mourir dans ça, c'est sa conviction. S'il devait être assassiné à cause de ça, il ne va pas renoncer. Il a fait donc le déplacement. C'est les exemples qu'il a donné là. C'est en convaincu qu'il a fait ça quand il a décidé d'aller au Soudan. Quand il a décidécidé d'aller en Libye. Quand il a décidé d'aller au Nigeria. Faire à Abacha. Quand il a décidé d'aller au Cuba, c'était la dernière visite. Il était très conscient de ça. Pour quelqu'un qui connaît l'homme avec son courage et pour ce qui lui a été fait en 88, lorsqu'il a chuté de son parachute là, pendant un saut, à l'occasion du saut, mais la manière dont il a pu tenir, dire même que quelqu'un va survivre et avoir le courage de faire ce qu'il a été à mesure de faire là. Alors là, vraiment, il faut Dieu et il faut savoir que l'homme est un homme courageux. Très bien. Et aujourd'hui, moi j'ai retrouvé, c'est ça que Abdoulaye a dit, j'ai retrouvé en celui qui est là. Et en fait, le même niveau de conviction. Le président actuel, qui dit, voilà. Ce qu'il a dit, c'est ça que les gens doivent retenir, qui est très important. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend souvent les paraboles qu'il utilise. Alors, il dit que Djad Sekou, en répondant à certains qui se sont mis à dire qu'il y a donc ça là, en fait, c'est comme s'il était maintenant cette fois-ci, il est un peu monté. Il sort pour dire qu'il sache d'abord, lui qui il est. En osant faire ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait le 26. Et c'est un homme conscient qu'ils ont choisi de faire ce qu'ils ont fait pour recadrer la marche de notre pays. Et ils ont pris la mesure de ce que représente le risque qu'ils ont pris le sacrifice qu'ils ont décidé de consentir. Djad Sekou dit, si tu vois quelqu'un gifler un djinn
et ne pas prendre au sérieux la provocation qu'elle a faite et il fait comme si de rien n'était, elle va derrière sa femme et se couche. D'accord. Ça veut dire que c'est un fou. C'est bien. Et eux là, c'est pas un seul qu'ils ont giflé. Ouais. C'est des milliers, il a dit. D'accord. Donc, alors, s'ils ont giflé des milliers, tu imagines ce que représente leur niveau de conscience psychologique en termes de capacité de résilience par rapport à tout ce qui est. Et il dit, si vous voulez savoir ce que nous on a fait, vous qui vagabondez là, vous êtes derrière vos femmes, allez-y à l'ambassade de France. Demandez-leur. Qu'est-ce que nous avons dit quand on a dit que si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes là, nous on rend avec comment on appelle ça, la convention et on vous demande de partir. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas partir. Et c'est ce que c'est. Et il dit que on leur a dit exactement la même chose qu'on a dit à Barré la veille. Parce que quand les gens ont fait la déclaration. On va revenir sur certains aspects, nous. Voilà. Vraiment, merci. Bon, merci. Oui. C'est à moi la parole. Allez-y, vous. Bon, je vais quand même. Disons, c'est une circonstance exceptionnelle. Ah, d'accord. Je vais seulement recadrer certaines choses. D'accord, on y va. D'abord, j'ai le devoir de le dire. Ibrahim a échappé à des tentatives d'assassinat bien avant le 27 janvier. Je suis obligé de le dire. D'accord. Dont certaines, je suis le seul à savoir. Ça, c'est bien avant. D'accord. Il a écrit un livre, il a fait un livre d'entretien où il a bien dit que même du temps du président Kounché, le président Kounché l'a appelé après les événements. Il a dit, mon milieu fait tout pour que je t'écarte. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.